Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture chez nous en direct, la série de visites du ministère de la Culture, des visites de lieux, de bâtiments, de musées, à suivre en direct chaque mardi soir sur le compte Instagram du ministère de la Culture et ce soir également sur le compte Instagram du musée de l'école de Nancy et de la Villa Majorelle. Car nous sommes à Nancy pour découvrir ce bâtiment joyau de l'Art Nouveau conçu par l'architecte Henri Sauvage au tout début du XXe siècle, la Villa Majorelle, que nous allons découvrir ensemble en compagnie de sa directrice, la conservatrice Valérie Thomas, que je m'en vais rejoindre de ce pas, après m'être bien sûr équipé en conséquence. Et voilà, nous y sommes. Bonsoir Valérie Thomas. Bonsoir. Je le disais, vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée de l'école de Nancy, on va en parler de l'école de Nancy tout à l'heure, directrice aussi de la Villa Majorelle. On va avoir plein de choses à dire ce soir. On va parler évidemment de l'Art Nouveau, on va parler de cet architecte Henri Sauvage, on va parler de Louis Majorelle, qui est une figure fondatrice de ce mouvement Art Nouveau en France et ici particulièrement à Nancy. Tout ça, ça va venir un petit peu ponctuer notre visite, mais puisqu'on est là dans ce vestibule assez exceptionnel, l'entrée de la Villa Majorelle, peut-être rentrons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Qu'est-ce que ça représente de l'Art Nouveau, toute cette décoration assez, qu'est-ce qu'on peut dire? Elle est assez fascinante, cette décoration, tout simplement. Vous avez un très bel exemple de l'unité que prône l'Art Nouveau, puisque vous avez un thème décoratif qui a été choisi. Et en fait, dans la Villa Majorelle, chaque pièce est déclinée selon un thème décoratif. Ici, c'est la monnaie du pape, puisque l'école de Nancy s'est beaucoup intéressée à l'inspiration naturaliste. Donc, les plantes, les végétaux, là, ont beaucoup inspiré ces artistes. La monnaie du pape, pardon, qui est une plante, on est bien d'accord. Voilà, oui. qui est une plante qui est souvent séchée pour faire des bouquets de fleurs séchées et qui ici est présente aussi bien sur les peintures au pochoir qui ornent les murs, sur la très belle porte en métal, en fer étamé que Louis Majorelle a conçu pour sa propre demeure, qu'on retrouve également dans les vitraux et dans ce meuble qui est un meuble un peu pratique puisque vous pouvez ici disposer vos parapluies, c'est un porte-parapluie, ici vos manteaux passés par terre et puis en partie supérieure, il est éclairé par des globes qui ont été restitués d'après ceux qui avaient été réalisés par la manufacture Dôme. Alors, je vais dévoiler un petit peu ce qu'on va voir un peu plus tard dans la visite, mais je précise, toute cette Villa Majorelle n'est pas thématisée autour de cette plante en particulier. On a à chaque pièce une plante différente. Ça, d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose de l'Art Nouveau? L'Art Nouveau cherche une unité décorative dans chacune des pièces ou alors c'est une spécificité de la Villa Majorelle? Non, c'est une des spécificités de l'Art Nouveau. Il voulait rénover ce qu'on appelle le cadre de vie, l'adapter à la vie quotidienne et ils ont estimé que soit par la couleur, soit par la thématique, soit par les matériaux, ils pouvaient donner un cadre harmonieux. Alors, je précise, je suis en train de regarder mon téléphone et je dois le faire à chaque fois parce que sinon, ça peut paraître très impoli. D'ailleurs, on a parfois des commentaires et je vous prie de m'en excuser. Si je regarde mon téléphone, c'est parce que bien sûr, vous qui nous regardez en direct actuellement sur Instagram, vous participez également à cette visite. Nous sommes en direct et donc vous avez tout le loisir de nous poser vos questions, de nous faire part de vos témoignages et vos commentaires que je me charge bien sûr de vous transmettre Valérie Thomas et ça va pouvoir comme ça ponctuer notre visite. Passé ce vestibule, si vous le voulez bien, j'allais dire, je vous propose qu'on entre, mais on est chez vous en fait. Alors je vous suis, vous l'hôte de cette maison. Je vous emmène dans la salle à manger de Louis Majorelle, qui est une des pièces qui a conservé le plus de son décor d'origine. Et ici, c'est le thème des blés qui a été choisi pour orner les différents éléments qui composent cette salle à manger, à commencer par la très belle cheminée d'Alexandre Bigot, qui est un artiste qui a travaillé, qui est présent aussi dans l'architecture extérieure de la villa, mais également à l'intérieur de la maison, et qui a conçu cette cheminée assez étonnante qui est déportée du mur, qui est presque centrale, avec comme ces sortes de langues qui servaient, où on pouvait peut-être s'asseoir pour être au coin du feu, comme on l'aimait beaucoup à l'époque. Et puis, il y a également ces petites consoles sur le côté qui permettaient de disposer des objets.
Bon, c'est peut-être le moment là, avec dans cette salle et peut-être avec cette cheminée aussi exceptionnelle, c'est peut-être le moment de définir un petit peu l'Art Nouveau. On a dit qu'on allait y venir, mais peut-être déjà pour commencer, est-ce que l'Art Nouveau ça existe dans des villas comme ça uniquement, ou alors est-ce que l'Art Nouveau parfois c'est quand même un petit peu plus léger que des lieux aussi chargés. Il suffit de regarder autour de nous là, tout est Art Nouveau, tout est fait à partir de ces formes très végétales, très arrondies. C'est comme ça l'Art Nouveau? Alors, il y a différentes formes d'Art Nouveau, parce que l'Art Nouveau s'est développé dans plusieurs villes européennes, avec des résultats qui sont assez différents. Vous allez avoir du côté de villes comme Vienne ou Glasgow, un Art Nouveau plus géométrique. Et puis dans d'autres villes comme Nancy, Bruxelles ou Barcelone, un Art Nouveau plus floral. C'est un mouvement qui a vraiment choisi de faire table rase du passé et de se tourner vers des formes modernes, nouvelles, qui a plutôt touché dans le domaine de l'architecture des demeures privées ou beaucoup aussi les commerces, les banques, les restaurants. Dans beaucoup de villes encore à Art Nouveau, à Nancy, vous trouvez des banques, des pharmacies ou des restaurants qui sont dans le style Art Nouveau. L'Art Nouveau arrive au tournant 19e, 20e siècle. Avant cet autre grand mouvement qu'on appelle l'Art déco, qui lui va être un petit peu plus géométrique, mais qui touchera également et l'architecture et les arts de la table, les arts décoratifs, du coup, comme d'où le nom, d'où provient évidemment le nom. Pour autant, de l'Art déco, on en trouve partout en France. On en trouve dans des immeubles, je pense, dans tout un tas de villes, et notamment à Paris. On a dans tout un tas de quartiers des bâtiments art déco qui sont des architectures finalement assez du quotidien. Là, on est quand même dans un lieu assez exceptionnel. Est-ce que l'art déco était quand même peut-être un peu plus diffusé, là où l'art nouveau, c'est une architecture de gens riches pour des grandes villas comme ici la Villa Majorelle? Alors, ça a été le cas de gens riches, mais c'est aussi un mouvement qui s'est beaucoup intéressé à la production industrielle. Alors ça, c'est plutôt dans le domaine des arts décoratifs, où une personnalité comme Louis Majorel, qui était ébéniste, vendait par catalogue, et dans ces catalogues, il précisait d'ailleurs que les clients, la future clientèle, pouvaient acheter des meubles et les adapter à leurs moyens, en prenant des essences moins chères. Donc c'est un mouvement qui a, c'est vrai, eu des résultats et des commandes importantes, mais aussi pouvait toucher une clientèle plus modeste. Et en tout cas, qui fait beaucoup réagir les spectateurs qui nous regardent actuellement. On a Marie-Rose Bellet qui nous dit que c'est très beau, Barbara Ma qui nous dit c'est sublime. Sophie Mouton nous remercie pour cette visite. Cécile Potel, tiens, nous dit une belle visite qui s'annonce, comme un rappel de Gaudi. Gaudi, c'est peut-être un architecte, si ce n'est l'architecte à l'échelle internationale, reconnu pour son apport dans l'architecture Art Nouveau. Oui, Gaudi, c'est vraiment la figure tutélaire. C'est un architecte qui était un peu plus âgé que les autres architectes de l'Art Nouveau et qui a très vite réfléchi au concept de l'Art Nouveau à Barcelone, s'intéressant aussi bien à l'architecture religieuse, privée, et également aussi au mobilier. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a parlé de cette cheminée qui est si ce n'est le chef-d'œuvre de cette pièce, c'est peut-être un des chefs-d'œuvre de cette maison. Enfin, il y a d'autres endroits quand même assez notables, mais cette cheminée est vraiment exceptionnelle. Autour de nous, de quoi est-ce qu'on peut encore parler dans cette salle à manger? Si vous voulez, vous avez les peintures qui représentent les animaux de la ferme, qui sont de Francis Jourdain. Alors, dans cette salle à manger, on a choisi le thème du blé, parce que le blé, c'est le pain, c'est ce qu'on retrouve sur la table. Et vous avez autour aussi, dans ces peintures, représenter les légumes, les fruits et les animaux qu'on peut aussi déguster à table. Et ce thème du blé est aussi présent dans le très beau mobilier que Louis Majorel avait conçu pour sa villa, qu'il appelait modèle les blés, modèle riche, donc avec un usage du bois qui est quand même assez sophistiqué, un plaquage de bois exotique. Et puis de nouveau, la présence des épis de blé qui sont présents ici dans les poignées ou dans les montants de ce mobilier ou les montants de la table et des desserts. Et puis l'autre particularité de Louis Majorel, c'est qu'il est surtout connu pour le mobilier, mais c'était aussi un ferronnier d'art, et ont été restitués dans cette salle à manger les luminaires qu'il avait conçus avec la manufacture Dôme, puisque l'école de Nancy est un des premiers mouvements, alors dans d'autres pays également l'Art Nouveau, à s'être intéressé aux luminaires électriques, puisque l'électricité venait d'entrer dans les demeures. Alors, on va peut-être continuer dans notre visite, mais j'aimerais revenir sur deux choses dont vous nous parliez à l'instant. Vous citiez Louis Majorel, dont on comprend qu'il n'est pas que
le propriétaire de cette villa, mais c'est aussi un ébéniste. Et qui plus est, juste après, vous nous parlez de l'école de Nancy. Il se trouve que Louis Majorel était un ébéniste, mais qu'il était l'un des instigateurs de cette école de Nancy, qui est comment dire, une manifestation locale, enfin une association locale de promotion et de création d'art nouveau. Qui sont un peu tous ces gens-là qui ont participé à la création de cette maison pour Louis Majorel? Vous nous citiez le peintre Francis Jourdain. Alors lui, c'est un peintre parisien parce qu'en fait, la Villa Majorelle est une collaboration d'artistes parisiens, parce que Louis Majorel avait des contacts importants à Paris, comme Alexandre Bigot, Francis Jourdain, et puis d'artistes nancéens comme Jacques Gruber, le peintre verrier, qui est présent dans plusieurs oui, on va voir un vitrail tout à l'heure, voilà, effectivement. Un très beau vitraux qu'il a conçu pour la cage d'escalier. Alors l'école de Nancy, c'est créé en association en 1901 et regroupe des artistes. Alors à Nancy, c'est la particularité par rapport aux autres villes Art Nouveau, c'est plutôt dans le domaine des arts décoratifs que s'est fait connaître Nancy avant que les architectes conçoivent les premiers meubles, et ça, les premiers bâtiments. Et ça, c'est lié au fait que Nancy, il y a une grande tradition de la céramique, du verre et du bois, et que donc ces artistes décorateurs étaient les premiers à s'intéresser à ce mouvement. D'accord. En tout cas, est-ce que dans l'histoire de l'Art Nouveau, de l'architecture Art Nouveau et de tout ce qui l'accompagne, comme vous nous l'avez rappelé à l'instant, quelle place elle a, cette villa? Est-ce que c'est un rare endroit de collaboration de toutes ces personnes-là, ou alors chaque bâtiment Art Nouveau amenait forcément des collaborations de toute cette scène Alors oui, les bâtiments Art Nouveau faisaient intervenir différents artistes. Là, la particularité de la Villa Majorelle, c'est le commanditaire, parce que le commanditaire est lui-même un artiste. Donc, il a prêté un grand soin, une grande attention. Évidemment, la maison a été conçue par Henri Sauvage, mais Louis Majorel a joué un rôle très important dans la décoration. Et on peut penser qu'il y a eu une réflexion commune autour de l'aménagement de cette villa, tant dans la décoration intérieure que, évidemment, dans le mobilier. Alors là, on est dans le salon. J'essaye de deviner du coup, donc on n'est plus dans l'épi de blé, on n'est plus dans pardon, j'ai oublié la plante. La monnaie du pape. Dans la monnaie du pape, voilà, donc j'ai appris aujourd'hui que c'était une plante. Quel est le motif qu'on retrouve ici Alors ici, c'est la pomme de pin qui a intéressé Louis Majorel, qu'il aimait beaucoup, d'ailleurs sur un portrait qui a été peint par son fils, le peintre Jacques Majorel. Il s'est représenté tenant une pomme de pin, enfin un brin de pomme de pin dans la main, et on le voit présent sur cette desserte et sur la cheminée. Et puis sur ce mobilier, ces sièges qui ont connu un grand succès de la maison Majorel, c'est un des succès de la maison Majorel. On aperçoit la pomme de pin sculptée dans la partie bois, mais également sur le velours qui orne la garniture. Et ce sont des sièges qui ont été produits par la maison Majorel jusqu'à la Première Guerre mondiale. Un petit détail, une anecdote sur le vitrail qu'on a au bout, qui lui n'a pas de motif de pomme de pin, si je ne dis pas de bêtises, et pour cause. Voilà, parce qu'en fait, ce n'est pas le vitrail qui a été conçu à l'origine de la villa. Malheureusement, la villa a subi quelques bombardements en 1916 et ce vitrail, qui était de Jacques Gruber, a été détruit et remplacé par un vitrail assez original d'inspiration marocaine, puisque le fils de Louis Majorel, Jacques Majorel, commençait à se rendre au Maroc et par la suite, il y a vécu et y a fait sa carrière de peintre orientaliste. On continue notre visite. Oui, voilà. Et on avance. On est dans une terrasse, là. On est sur une terrasse, dans une terrasse, parce qu'on est quand même bien recouvert. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, Henri Sauvage avait conçu une terrasse ouverte, ce qui, en Lorraine, dans un climat qui est parfois frais, on va dire, en hiver, était difficile. Et donc, on sait qu'en 1905-1911, Louis Majorel a fait installer une baie vitrée qui a été restaurée dernièrement lors des travaux de rénovation intérieure qui ont eu lieu en 2019-2020. Pardon, je vous interromps et on va parler de cette terrasse, mais juste un mot tant qu'on y est sur ces travaux de restauration, parce que c'est vrai qu'en fait, on a une grande chance que d'être ici et c'est tout récent, l'ouverture de la villa. Si je ne dis pas de bêtises, c'était au début d'année que vous avez ouvert après les travaux. On a rouvert la villa à la mi-février 2020, après un long travail de restauration qui a été mené sous la conduite d'un architecte du patrimoine, Camille André, puisque la villa est classée monument historique, qui a fait intervenir différentes entreprises, une dizaine d'entreprises qui ont permis de redonner son éclat à cette maison dans toutes ses parties, dans tous ses composants.
Et donc, pardon, je vous ai coupé, mais on était en train de parler de cette terrasse qui évidemment a été assez rapidement recouverte. Voilà, elle a été Pardon, couverte. recouverte ou juste fermée? Non, juste fermée dans oui. cette partie-là et dans la partie ici qui était également ouverte, puisqu'il faut aussi imaginer la villa, pas dans le contexte actuel, mais au sein d'un très beau parc de 1 hectare qui par la suite a été loti. Oui, alors c'est vrai que c'est pas du tout le cas. Là, on est vraiment, on est Oui. dans une maison de ville, quoi. On est directement en lien avec la rue. Et d'ailleurs, je précise, on voulait évidemment montrer cette villa de l'extérieur, ce qu'on peut pas faire là parce qu'il fait beaucoup trop sombre pour pouvoir bien voir le bâtiment. On vous a tourné une petite vidéo, on vous a tourné un petit bonus comme ça qu'on pourra mettre. Alors, vous qui nous regardez en live, il va falloir attendre la rediffusion de cette vidéo juste quelques jours après le live. Et donc, on vous collera, pardon, après le live, une petite vidéo qui présentera le bâtiment dans son contexte. Et on va voir effectivement qu'on est vraiment dans la rue, quoi. Voilà. Et à un moment de la fermeture de la terrasse, Louis Majorel a demandé à un de ses amis, un peintre ancien qui s'appelle Henri Royer, de peindre ce très beau paysage qui s'appelle Le Jour, qui montre des couples dans une nature un peu luxuriante, comme on pouvait se l'imaginer à l'époque. Et dans la partie basse, vous avez de nouveau de très beaux carreaux sur le thème des sagittaires d'eau de la manufacture Bigot, qui était l'auteur de la cheminée de la salle à manger et qu'on retrouve dans plusieurs endroits dans la ville. On a un commentaire de Hélène de Bedag, pardon, qui nous demande et qui nous dit tellement différent maintenant que la villa est remeublée. Ça veut dire que peut-être avant la rénovation, on n'avait pas tout ce mobilier-là. Voilà. Vous avez profité de la rénovation. Voilà. La rénovation intérieure a consisté à restaurer la maison, à remettre en état le décor intérieur, mais à y replacer le mobilier qu'on a cherché depuis 20 ans. On cherche, voilà, on a acquis au fur et à mesure pour pouvoir le remettre en place dans cette villa et redonner cet esprit de maison d'artiste, de villa, comme si vous veniez découvrir la villa du temps de Louis Majorel. Ça fait partie de votre travail de conservatrice du patrimoine, directrice de la Villa Majorel, que de chercher du mobilier. Oui, comment ça se passe? C'est quoi? Vous faites les ventes aux enchères? On fait les ventes aux enchères. On a par exemple aussi quelquefois des opportunités. Vous voyez, les sièges pommes de pin, c'est un particulier qui nous a contactés en nous demandant si nous étions intéressés. Et ça tombait bien, c'était un des ensembles que nous cherchions depuis plusieurs années. Donc, pardon, voilà. Il était dans le salon de la Villa Majorel et vous avez pu le remettre dans le salon? Non, alors celui-ci, c'est pas le modèle, on ne sait pas si c'est le modèle d'origine. Le mobilier de la salle à manger est bien d'origine puisqu'il a été réalisé à un seul exemplaire. Et le meuble bibliothèque qui se trouve dans la cage d'escalier est lui aussi d'origine de la villa. Il a été acquis auprès des descendants de Louis Majorel. Alors allons-y, parlons-en de ce meuble bibliothèque. Donc on est dans le vestibule, on est dans la cage d'escalier de la Villa Majorel, cette grande cage d'escalier qu'on verra tout à l'heure, encore une fois, dans cette vidéo bonus dont je vous parlais, où on va voir la villa de l'extérieur. On verra cette cage d'escalier qui ressort, c'est un peu l'avant-corps du bâtiment, oui. Comme ça. Mais de l'intérieur, alors qu'est-ce qu'on y voit? Alors, si vous voulez, c'est un très bel espace avec cet escalier qui a un mouvement tout à fait ondoyant, comme une nature qui grimpe. Et d'ailleurs, vous avez aussi le lierre qui est sculpté dans la partie basse de l'escalier, qu'on a l'impression qu'il s'imprègne de l'escalier. Et puis les balustres qui sont avec ce mouvement tournant qu'on retrouve dans ce meuble bibliothèque. Et voilà le lien qui est fait ici dans cette pièce entre le mobilier et la décoration intérieure pour une très grande harmonie. On va continuer la visite peut-être en montant un petit peu. Juste un mot, j'en profite pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent cet écran coupé en deux, qui se demandent un petit peu ce qui se passe. On est en train de visiter la Villa Majorel, donc ce bijou de l'Art Nouveau situé à Nancy, en compagnie de la conservatrice et directrice de la Villa Majorel, Valérie Thomas, qui nous fait le grand honneur, le grand plaisir de nous présenter cet ensemble assez impressionnant. Et notamment, alors on a parlé tout à l'heure des vitraux, on va le voir un peu plus en détail, mais il y a aussi ce lustre-là, et de façon générale, c'est vrai que la lumière est vraiment magnifiée ici dans cette villa, dans l'Art Nouveau de façon générale peut-être. Oui, il y a un très grand intérêt pour la lumière qui se diffuse assez facilement dans la villa par le fait qu'il y a des portes-fenêtres, il y a des grandes baies qui sont ouvertes. On aime que la lumière soit présente et se diffuse dans cet espace. Alors ce lustre, il est assez étonnant, il y en a assez peu d'exemplaires parce qu'il laisse aussi la partie métal, qui est d'ailleurs l'œuvre de Louis Majorel,
mais également des globes qui sont plutôt là l'œuvre de la manufacture Dôme avec lequel Majorelle travaillait, et puis des parties vitrail qui sont l'œuvre de Jacques Gruber. Et donc, alors ce n'est pas le modèle qui se trouvait dans la villa, mais c'est un modèle assez proche de celui qui se trouvait à l'origine dans cette villa et qui montre comment l'école de Nancy s'est intéressée assez tôt aux luminaires électriques. Alors, je continue, moi, de lire et de vous transmettre les commentaires et les questions des personnes qui nous regardent. Il y en a une qui vient assez bien avec ce qu'on est en train de voir là, puisque ça valorise vraiment, vraiment d'autant plus le végétal, ce lustre et ce vitrail vers lequel on se dirige. C'est Pétankman qui nous demande, est-ce que l'art nouveau a une symbolique particulière? Et Hélène Acasse qui, je pense, abonde dans cette question en nous demandant un lien avec le jardin. Oui, alors il faut dire que l'école de Nancy et les artistes de l'école de Nancy se sont plus particulièrement intéressés à la nature parce qu'il y avait à la même époque à Nancy des horticulteurs qui créaient de nouvelles variétés végétales et la nature était très très présente. Et donc c'est vrai que ces artistes ont trouvé dans la nature des répertoires, des formes et des décors tout à fait inédits qu'ils ont su utiliser. Et on le voit par exemple dans ce vitrail de Jacques Gruber qui est de nouveau sur le thème de la monnaie du pape. Alors Jacques Gruber, il bénéficie des innovations techniques qui sont faites dans le verre, qui permettent de faire un verre plus fin et donc de pouvoir faire des compositions plus complexes. Il bénéficie aussi de l'invention des verres américains, enfin de différentes typologies de verres, mais il sait aussi très très bien utiliser les formes courbes de la nature et ici de la monnaie du pape, où les tiges sont reliées et permettent sont mis en valeur par le réseau de plomb. Et voilà, et cette tonalité, alors là, il est de nuit, donc on ne le voit pas beaucoup, mais cette très jolie tonalité orangée, rose de ce vitrail. Et c'est assez étonnant ce vitrail ouvert comme ça. Voilà, alors j'ai oublié de préciser que c'était assez unique avec cette lentille centrale dont on peut imaginer qu'évidemment, du temps du jardin, les Majorelle, en montant, avaient une vue sur leur très beau jardin et sur la nature qui était présente à l'extérieur. Je viens de comprendre, pardon, que c'est plein en fait. Hein, on a bien un verre transparent, mais plein. Oui, j'ai cru en fait que le vitrail faisait le tour et que le verre était dans un second plan. Mais non, c'est bien. Non, c'est assez rare dans l'œuvre de Jacques Gruber. On va continuer à monter. On a notamment la chambre à coucher de Louis Majorelle. D'ailleurs, de Louis Majorelle, des Majorelle. Voilà, du couple Majorelle. Du couple Majorelle. D'ailleurs, couple, c'est important de parler de couple. Si je ne dis pas de bêtises, le nom de la villa reprenait les initiales de Madame Majorelle, c'est ça? Voilà, c'est ça. Madame Majorelle s'appelait Jeanne Kretz et le nom qui était utilisé pour la villa était Villa Jica, donc qui reprenait les initiales de son nom et de son prénom. Je vous coupe, enfin, je vous coupe, c'est que je fais une parenthèse dans notre discussion pour revenir sur la question d'Hélène Acasse que j'ai pas du tout bien compris tout à l'heure, puisque je vous demandais s'il y avait un lien avec le jardin si l'art nouveau avait un lien avec l'art des jardins. Vous nous y avez répondu et c'était super, mais en fait, c'était pas la question d'Hélène Acasse qui nous demandait s'il y a un lien entre la Villa Majorelle et le jardin Majorelle de Marrakech. Oui, alors il y a un lien, c'est le jardin Majorelle de Marrakech, c'est le jardin du fils du couple Majorelle, de Jeanne et de Louis Majorelle, Jacques Majorelle, qui s'est installé par la suite pour des raisons de santé à Marrakech. Et Hélène Bedag qui nous demande s'il y avait des papiers peints dans la villa. On est au bon endroit pour les répondre, c'est ça? Voilà, alors pas à notre connaissance, on a fait lors des travaux de rénovation ce qu'on appelle des sondages pour vérifier sur les murs ce qu'il existait et on n'a pas retrouvé de traces de papier peint. Mais là, ce qu'on a autour de nous… Alors ça, c'est du tissu. Ah, c'est pas du papier peint, bien sûr, pardon. Mais voilà, c'est du tissu, mais on n'a pas trouvé de traces de papier peint pour le moment. Et ce tissu, en l'occurrence, c'est un motif c'est le même motif que ce qu'il y avait dans la chambre à coucher? En fait, ce que nous voyons sur les photos anciennes, malheureusement, pour la chambre à coucher, il y a très peu de photos anciennes. Autant on a un album de famille où on voit plusieurs photos de la villa, mais très peu de la chambre à coucher, même aucune. Et les deux photos que nous avions montraient un revêtement mural à décor de rayures. Donc, on a fait le choix du tissu pour être le plus proche de ce qu'on apercevait sur la photo ancienne. Très bien. On a parlé du motif ici. Maintenant, c'est un peu ma recherche. J'ai bien compris que chaque pièce avait son motif. Quel est-il dans cette chambre à coucher? Dans la chambre à coucher, c'est une particularité. Il n'y a pas vraiment un thème.
Alors peut-être parce que ce mobilier que Louis Majorel avait conçu pour sa chambre, il ne l'avait conçu que pour lui. Puisqu'en fait, les autres pièces de mobilier que vous avez vues dans la villa pouvaient être vendues par catalogue. Et cet ensemble est le seul qui a été exécuté uniquement pour le couple Majorel. Et c'est un très bel ensemble. Le lit est en frêne avec un décor de plaquage et puis des incrustations de nacre et de laiton qui en font un mobilier assez raffiné, avec des lignes, vous voyez, qui sont courbes et contre-courbes et qui s'opposent un petit peu et en même temps font l'élégance de ce mobilier. Quand vous dites que partout ailleurs, le mobilier pouvait se retrouver sur un catalogue, ça veut dire qu'elle avait un rôle un peu de showroom aussi, cette maison. Donc, à part cette chambre à coucher qui était apparemment très privée, et du coup, le reste, c'est un peu un showroom, quoi. On mettait en avant les produits de Majorel. Voilà. Louis Majorel n'a pas hésité à montrer dans ses catalogues et à reproduire des vues de sa maison pour vendre le mobilier de la salle à manger, du salon ou de la cage d'escalier. On quitte la chambre à coucher, mais pour rester sur toujours sur la même thématique, parce que en venant ici, on ressent d'autant plus le fait que le lieu a été habité, hein, et ça justifie sans doute le label Maison des Illustres qui a été attribué à cette maison. Je voulais juste en dire un petit mot sur ce label, qui est un label du ministère de la Culture qui valorise des lieux qui transmettent la mémoire d'hommes et de femmes illustres, hein, Maison des Illustres, on l'aura compris. Ici, évidemment, c'est Louis Majorel qui a habité, mais le réseau des Maisons des Illustres regroupe plus de 240 lieux, depuis le bureau qu'Aimé Césaire occupait à la mairie de Fort-de-France, jusqu'à l'atelier de Chana Orloff à Paris, en passant par la maison de Victor Hugo à Guernesey, ou encore celle de Raymond DeVos qui se trouve en Île-de-France. Même à l'étranger, d'ailleurs, il y a des maisons des illustres, celle d'Yves Saint-Laurent, par exemple, à Marrakech, ou celle de Marguerite Yourcenar, dans le Maine, aux États-Unis. Et puis, pour les amateurs d'architecture, je me permets ce petit conseil parce que parmi les maisons des illustres que j'ai pu visiter, une qui m'a beaucoup touché et m'a assez impressionné, c'est celle, je ne sais pas si vous l'avez déjà visitée, celle de Le Corbusier, le cabanon de Le Corbusier à Roquebrune, Cap-Martin. Un endroit assez magique, tragique aussi, quand on sait que Le Corbusier finira sa vie, mais un bel endroit, voilà, qui lui aussi a ce label Maison des Illustres, donc comme la Villa Majorelle. C'était la petite parenthèse, label Maison des Illustres. Pour terminer, est-ce qu'on aurait encore un mot à dire sur cet escalier qui nous mène à un troisième niveau qui pour l'instant n'est pas encore accessible, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça vous mène au deuxième étage de la villa qui en fait est occupé par un atelier, puisqu'en fait Louis Majorel a demandé à Henri Sauvage de lui construire un atelier de peintre, puisque avant de devenir ébéniste, ferronnier d'art, il avait commencé une formation de peintre à l'École des Beaux-Arts à Paris. Et donc, il y a ce lieu qui est assez extraordinaire, cet atelier d'artistes que nous espérons pouvoir ouvrir à l'issue d'une seconde phase de rénovation qui va être lancée prochainement. D'accord. Il avait fait des études, vous dites, de peinture aux Beaux-Arts avant d'avoir son métier d'ébéniste. Du coup, c'était une passion qui était restée un peu en suspens et qu'il a pu enfin voilà, s'y consacrer ici, une fois sa maison construite, c'est ça? Voilà, pendant ces temps perdus, enfin, il devait en avoir quand même quelques-uns. Il peignait, il réalisait et bon, il a surtout donné peut-être aussi le souhait à son fils Jacques Majorel de devenir également peintre à son tour. Une dernière question qui nous est posée là encore en commentaire. Et merci à tous pour vos commentaires, vos questions et aussi vos encouragements. On a beaucoup de mots très sympas des uns et des autres et c'est évidemment toujours assez plaisant. Vincent Sacré-Panty qui nous demande si l'art nouveau est une invention française. On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est l'art nouveau français se noie, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas existe au sein d'un réseau plus vaste, oui, avec des noms un peu différents d'ailleurs d'un pays à l'autre. Voilà, dans chaque, enfin pas dans chaque pays, mais plusieurs villes au même moment voient naître ce mouvement qui prend des noms différents. Sécession style en Autriche, Jugendstil en Allemagne. Les Espagnols les Catalans parlent de modernisme. À Glasgow, ils parlent de Glasgow style. Et bon, voilà, c'est un mouvement qui naît un peu de manière concomitante dans différentes villes européennes. Et c'est ça qui va faire
que si on regarde l'architecture à l'échelle mondiale, mais de la première moitié, on va dire, pour le penser très très large, le premier tiers peut-être du XXe siècle. C'est ça qui va relier, on citait tout à l'heure Gaudi en Espagne, c'est ça qui va le relier peut-être à Frank Lloyd Wright aux États-Unis, Victor Horta, enfin voilà, c'est chacun dans leur pays sont avec leur spécificité, mais qui se retrouvent dans ce grand mouvement. Enfin voilà, les ressemblances sont évidentes. Même si les résultats et les bâtiments peuvent paraître assez différents, il y a toujours une base et des principes qui sont concomitants, enfin qui sont communs. Également concomitants et communs et qui font qu'on retrouve des caractéristiques dans ces bâtiments. Et puis aussi, ces artistes, ces architectes avaient l'occasion de se croiser soit aux expositions universelles, mais aussi beaucoup par la presse artistique, les revues d'art et d'architecture qui étaient diffusées dans toute l'Europe et même jusqu'aux États-Unis. Allez, ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on a fait la visite, donc ça y est, on a fait notre temps, hélas, et bien sûr que c'est beaucoup trop court, mais on revient ici, on l'espère, au plus vite et on aura tout le loisir de la visiter. On peut y passer du temps, j'imagine, parce que nous, on a fait une visite vraiment express, mais il y a de quoi y passer quand même un bon petit moment dans cette Villa Majorelle. Oui, on peut s'attarder sur différents sujets et différents objets. Et je vais citer un dernier de nos spectateurs qui s'appelle Pastel Fernandez, qui nous dit bravo et merci pour cette découverte. Hâte d'aller la découvrir en vrai, cette Villa Majorelle. Très bientôt, encore une fois, on l'espère, et je ne peux que vous y encourager, cher Pastel Fernandez. Merci à tous d'avoir suivi cette visite. Si vous nous regardez en direct, le live va s'arrêter dans un instant. Pour les autres, en rediffusion, on vous a préparé, je le disais tout à l'heure, un petit bonus pour découvrir le bâtiment de l'extérieur. Il est effectivement difficile de le voir de nuit. Alors, on vous a tourné une petite séquence tout à l'heure, voilà, juste un plan un peu rapide. On s'est pas attardé sur l'architecture, on en aura déjà beaucoup dit ici avec vous, Valérie Thomas, pardon. En tout cas, ce bâtiment mérite effectivement d'être vu et revisité en vrai, donc ici à Nancy. Quelques mots juste avant de terminer pour vous rappeler les initiatives à suivre depuis chez soi en ce moment. Des visites de musées, de bâtiments, comme aujourd'hui, mais aussi des vidéos, des podcasts, des livres numériques et audio, des jeux vidéo, des ateliers artistiques à faire chez soi. Ça se trouve sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture, sur le site web culturecheznous.gouv.fr et partout sur la toile avec le hashtag Culture chez nous. Merci beaucoup Valérie Thomas. Merci. Grand merci pour cette visite vraiment passionnante. Merci également aux équipes de la Villa Majorelle, Lucie Poinsignon, Claire Berthomier et Audran Villot. Un grand merci au ministère de la Culture à l'origine de l'initiative et notamment Michael Coca, Cécile Ozanne, Barbara Penamen, Clémence Lannoy et Maëlys Clément-Bollet. Merci à toute l'équipe de Théma Prod et un grand merci à tous de nous avoir suivis. Juste un mot peut-être pour citer les partenaires de la Villa Majorelle, la ville de Nancy, le musée de l'école de Nancy et le réseau Armvo Network. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour Culture chez nous en direct. Ça sera le 5e épisode et nous serons en direct du château de Versailles. Très bonne soirée à tous. Salut! On se retrouve comme convenu pour notre rapide bonus. Alors lorsque vous découvrirez cette vidéo, la visite de la Villa Majorelle viendra de se terminer. Mais forcément, on ne pouvait pas vous quitter sans vous montrer au moins rapidement, au moins brièvement. Évidemment, il faut venir ici à Nancy pour la voir de visu, cette Villa Majorelle. Mais on devait quand même vous montrer un rapide coup d'œil sur le bâtiment de l'extérieur. Ce bâtiment d'Henri Sauvage, je vous le rappelle. Et ça commence par le bâtiment en 3 parties, cette première façade à l'est qui finalement, on va le voir, est assez sobre par rapport à ce qu'on va retrouver de l'autre côté. Le bâtiment, je le disais, en 3 parties avec cette partie est à gauche donc, qui abrite aussi bien l'entrée et toutes les parties plutôt réservées au personnel. L'escalier, le grand escalier en avant-corps du bâtiment. Et puis, côté ouest de la Villa Majorelle, donc la partie dédiée plutôt à l'habitation. Et bien sûr, toutes ces décorations et tous ces éléments aussi bien la ferronnerie que les vitraux, que toutes ces ouvertures qui participent évidemment au magnifique de cette façade. Voilà, c'était
très bref, mais forcément on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et puis on en profite tant que d'une, il ne fait pas nuit, et tant que de deux, on n'est pas complètement trempé parce que vous le voyez, la pluie tombe ici à Nancy. Culture chez nous en direct, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine à Versailles. Salut!